Merci à tous d'être ici. On va voir le motion design pour l'interface. On va faire un peu de storytelling. On va vous expliquer comment ce qu'on a fait et pourquoi on arrive au final. Et voilà, ça va être cool. Je me présente, Damien Dex, donc je suis chez JetDev. Ça fait 12 ans que je fais du design d'interface, 10-12 ans. Je suis passé par quelques marques, donc Auchan, enfin par quelques annonceurs, Auchan, Decathlon, Kiabi notamment. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de l'agence et aussi sur mon réseau, sur mon LinkedIn. Donc, en introduction, on va se demander pourquoi déjà on veut faire des animations, c'est quoi l'utilité et voilà. C'est pas des simples ornements esthétiques, hein, c'est vraiment des éléments stratégiques dans l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on a notamment le feedback visuel qui va nous aider. Donc, c'est des indications pour spécifier à l'utilisateur que voilà, il a bien fait l'action ou l'action ne s'est pas produite pour une raison X ou Y. Sans ce retour, l'utilisateur peut cliquer plusieurs fois, se sentir frustré, être énervé, etc. On a aussi la réduction de la charge. Donc, les changements brutaux dans les expériences peuvent faire une coupure. Donc, voilà, si on peut faire des belles transitions, guider naturellement l'utilisateur, l'attention de l'utilisateur. Et aussi, on peut aussi éviter la surcharge de l'information avec des animations. Voilà, par exemple, on peut mettre plusieurs éléments dans une même surface pour limiter la charge. On a aussi tout ce qui va être orientation et storytelling. Donc, typiquement, l'onboarding, on vous montrera des exemples après, mais typiquement, l'onboarding, c'est vraiment, on va parler à notre utilisateur comment on veut le guider et sur c'est quoi l'utilité, quoi. Ça permet aussi de raconter une histoire et de rendre l'exploration un peu plus fluide, quoi. On a l'engagement émotionnel aussi, donc ça crée beaucoup de connexions positives avec l'utilisateur, de même de l'animation, dans la plupart positifs quand on le fait bien. Et aussi ce petit effet waouh qui permet voilà, d'accrocher l'utilisateur. Et enfin, la personnalité de la marque. Donc, c'est un vecteur de personnalité de la marque énorme. Ça permet d'aller un peu au-delà des couleurs et de la typographie classique, quoi. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, donc, on a on a en premier en haut à droite, je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas pointer. Mais donc, en haut à droite, par exemple, en haut à gauche, on a le pull to refresh. Donc, deux exemples. On voit aussi la personnalité de la marque dans l'exemple de Snapchat parce que c'est le petit fantôme qui va en haut pour signaler que le refresh est en train de se faire. Et à noter aussi, j'en ai pas parlé, mais la vibration, moi je vais l'inclure dans le motion design parce que ça a quasiment la même utilité. Et voilà. Donc là, par exemple, pour le pull to refresh, quand on arrive tout en bas, on sent une petite vibration pour bien signifier qu'on arrive au bout, quoi. On a aussi dans la réduction de la charge cognitive, on a par exemple l'exemple de l'Apple Store. Donc typiquement là, on a donc le bouton qui se transforme un peu en fonction des étapes où il est. Donc on va voir apparaître. Donc là, c'est le chargement. Mais au tout début, donc on a obtenir ou acheter. Voilà, ouvrir, enfin obtenir ou acheter. Une fois qu'on valide en faisant les deux presses sur le côté, ça devient un petit logger. Et une fois que c'est fini, on peut l'ouvrir et donc voilà. Donc là, typiquement, on a trois éléments pour un même espace. En personnalité de marque et en feedback, on a aussi le bouton j'aime, donc soit Instagram ou soit le petit liker sur Spotify en haut à droite. Et donc voilà, c'est une action très importante pour l'utilisateur dans Spotify ou dans Instagram. C'est vraiment l'action principale qu'on veut faire à l'utilisateur. Donc voilà, mettre un peu une récompense visuelle, c'est sympa. Idem pour le bouton like de YouTube avec le petit compteur qui s'affiche. Donc on a direct un feedback. On clique, on voit que l'utilisateur s'ajoute, même si c'est que du fake pour l'interface, mais, mais c'est là, quoi.
Toujours pour limiter la charge cognitive, on a par exemple le fil de Deliveroo que j'aime particulièrement. Donc la petite barre en haut, là où on voit antipasti, etc. J'étais sur un resto italien. Et donc en fait, il va arriver, on va voir là, ça va remonter tout en haut, mais en gros, il s'ajoute uniquement quand on a besoin, donc quand on arrive dans les catégories. Donc il n'y a aucune surcharge et il réagit bien avec le contenu, donc il se déplace bien quand on arrive à la bonne section, etc. Et voilà, on peut le déplier pour voir tout ce qui est un peu caché, quoi. Et celui-là, je suis particulièrement fan. On a toute la partie un peu tutoriel où on va vraiment guider l'utilisateur pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Donc trois exemples d'Apple. On a le Apple Pay, donc avec les cartes. Donc l'animation, c'est vraiment un mini tuto pour expliquer comment on fait. Et voilà, quand on double-clique, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, etc. les premières fois, et ben là au moins on a la petite indication. Idem pour confirmation, et là on sent bien le double clic qu'il faut faire. Enfin voilà, ça devient instinctif quoi, parce qu'on voit on voit l'animation. Et pareil pour le airdrop qu'il faut bien mettre au-dessus de l'autre iPhone, et voilà, c'est ultra clair enfin, ça limite le texte quoi, c'est beaucoup plus clair qu'une image vaut 1000 mots. On a aussi donc tout ce qui va être vraiment un peu de l'animation vraiment l'animation en tant que telle quoi. C'est pas juste un petit effet ou une micro-interaction, ça va être vraiment une animation un peu plus complète. On voit par exemple pour le paywall de Duolingo. Donc le paywall a un endroit un peu tendu niveau expérience utilisateur. Donc peut-être une petite illustration, ça fait passer la pilule quoi. On a le splash screen aussi, qui est un très bon endroit pour le vecteur de marque. C'est la première chose qu'on voit quand on ouvre l'application, etc. Donc, c'est intéressant de mettre une animation bien pensée à ce moment-là. Et donc, pour Duolingo, on voit le petit duo qu'on retrouve partout. Et très rapide, quoi, ce qu'il faut. Et ensuite, tout à gauche, donc on a le Google Art et Culture. Donc là, c'est l'onboarding complet. Donc pareil, c'est vraiment la toute première fois qu'on lance l'application. Et les onboardings, c'est souvent un peu chiant, on va pas se mentir. Et ça demande des infos, ça demande beaucoup d'efforts à l'utilisateur. Donc voilà, l'idée de mettre une animation, c'est pour faire un peu passer la pilule aussi. Et ça permet d'avoir un vecteur de l'identité visuelle de la marque. Donc voilà, donc maintenant on sait à quoi ça sert. Je vais vous raconter la petite histoire. Donc on cherchait une animation de victoire, donc style des confettis pour notre application Scanzi. Donc on voulait trouver un SAF qui puisse répondre à ce besoin et qui puisse être assez efficace. Donc on va vous raconter notre expérience sur, enfin je vais vous raconter notre expérience sur Lotify et Rive, mais en fait il y en a plein d'autres, notamment Framer qui est le concurrent le plus sérieux, quoi. Et une petite phrase pourquoi on les a pas pris notamment. Donc on a commencé avec Lotify. Donc je vais vous montrer l'éditeur. Donc voilà, vous le voyez, parce qu'il n'y a pas d'éditeur. Donc ça, c'est déjà un point un peu négatif. Euh, mais on a quand même du coup les add-ons donc qu'on peut utiliser donc sur Figma, After Effects, Canva, etc. Moi, j'ai utilisé sur Figma. C'est assez complexe dans le sens où en fait, il y a c'est pas très stable. Il y a plein de petites choses qui marchent bien dans Figma et qui vont déconner à l'export sur Lotify. Et problème de taille, en fait, il faut avoir un canevas exactement de la même dimension quand on l'intègre dans le code. Et sinon, ça fait plein de problèmes, quoi. Vous pourrez demander à Rodolphe, avec qui on a pas mal galéré pour le mettre en place sur Scanty. Donc après une bonne journée de perdu, on s'est dit bah ok, c'est pas grave, on va aller chercher dans des animations préfaites. Dans la plus grande librairie d'animation gratuite et prête à l'emploi et personnalisable au monde. Donc ça c'est dans le papier. Dans les faits, en fait, on se rend compte que y a beaucoup de déchets.
Il y a beaucoup d'animations qui sont vraiment pas très quali. On perd beaucoup de temps dans la recherche et parce qu'il y a justement beaucoup de mauvaise qualité, donc on doit faire beaucoup de tri. Et au final, il y a quand même peu de fichiers gratuits. Donc c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Et en plus de ça, la personnalisation, elle est très limitée et payante au bout de 5 modifications. Donc un peu compliqué, quoi. Et en plus, toutes les options pour, par exemple, avoir une animation optimisée, etc., elles sont payantes. Donc voilà, quoi, faut payer pour le Tisfy. C'est pas le plus pratique. Donc ça, c'était passé. On a fait notre animation un peu dans la douleur. Quelques jours après, quelques semaines après, je tombe sur Rive. Donc c'était un jeudi, je m'en souviens bien. Une solution très prometteuse. En tout cas, ce qu'ils annonçaient, c'était très intéressant. Et de là commence une grande histoire d'amour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Riff, c'est quoi? C'est déjà l'éditeur. Donc un éditeur très complet, très performant. Et le runtime Rive, donc c'est un moteur léger qui interprète les fichiers sur les points Rive sur les différentes plateformes. On en reparlera un peu après, un peu plus à la fin. Donc comment ça se passe? En fait, on importe basiquement nos fichiers, nos SVG, on peut créer des formes, et à partir de là, on les anime un peu comme un After Effects, c'est clairement comme un After Effects. Donc c'est des points qu'on va mettre et on va définir quand on veut qu'il y ait une rotation, qu'il y ait euh, voilà, une taille qui se modifie, etc. Donc vous pouvez voir l'exemple. Et vraiment très simple, quoi. J'étais assez étonné par la facilité. Il y a d'autres modes d'animation. Donc là, on est sur vraiment point à point. Et on a aussi donc un ensemble d'éléments qui nous permet d'animer un peu plus rapidement que de mettre chaque élément pour chaque point. Donc déjà, on peut isoler le composant. Donc on peut créer une petite animation qu'on viendra intégrer dans une grosse animation un peu plus grosse, quoi. Et on a aussi les squelettes. Donc on peut mettre un squelette sur à peu près tout. Donc ça peut être un humain, etc. et faire un truc assez basique, mais ça peut être sur du feu, ça peut être sur de l'eau, ça peut être sur un tas d'éléments, quoi. Et on a une animation aussi basée sur le mesh. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on va faire une animation d'un point A à une animation, enfin d'un état 1 et une animation d'un état 2. Si on a relié les points, en fait, on va pouvoir faire une transition et ce sera une transition fluide sans coupure, quoi. Donc, on pourrait passer à une démarche où le gars marche assez dynamique, quoi, à une pause beaucoup plus souple, et ça sans avoir de coupure ou de saut d'image, quoi. On a aussi donc un des points très importants dans l'éditeur, c'est ce qu'ils appellent le state machine. En gros, on relie des timelines à des conditions. Par exemple, imaginons, bah, je vais dans l'exemple ici, je survole un élément avec ma souris, et ben en fait, automatiquement, il y a une timeline qui va se déclencher. Donc, on va pouvoir mettre des animations en fonction. Donc là, typiquement, le hover. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est fluide, quoi. C'est-à-dire que comme avant, comme avec le mesh, il n'y a pas de rupture. Ce qui va nous permettre aussi avec le state machine, c'est d'ajouter des éléments extérieurs, donc venant du code, par exemple. Donc, on peut dire par exemple, bah, affiche-moi cet élément en dynamique machin, et ça va se passer, quoi. Euh, voilà. Et on verra après en temps réel, on pourra même le faire, mais je vais vous montrer ça un peu plus tard. Donc là, c'est le mesh dont je vous parlais. Donc là, j'ai une timeline où ma barre de progression, elle est toute petite, et une timeline où elle est complètement remplie. Et en fait, en injectant un chiffre entre 1 ou 100, eh ben, je peux modifier la barre de progression. Donc j'ai pris la barre de progression parce que c'est vraiment l'exemple typique où ça peut se produire, quoi. Et donc là, on peut remarquer que en fait, mon animation de le petit
de petites voiles blancs qui se déplacent, et ben ça, il continue même si on touche au bouton, il n'y a toujours pas de coupure. Donc c'est un point très intéressant. Et on peut le faire donc avec plein d'autres données. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Dans la version qui va sortir là très prochainement, on pourra même injecter des couleurs, par exemple. Donc on pourra choisir la couleur de la barre de progression, etc. Voilà. Un autre aspect très important de Rift, c'est l'animation en temps réel. En gros, on peut setup des petits joysticks. Et en fait, on peut attribuer à ces joysticks un mouvement ou une timeline. Et donc là, on peut voir tous les exemples. Et on peut aussi, par exemple, mettre comme entrée le mouvement de souris. Donc on pourrait faire typiquement des yeux qui suivent la souris. C'est vraiment l'exemple basique et qui marche trop bien, quoi. Et ça, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Bon, il y a toutes les options classiques aussi. On peut faire des masques, on peut faire des effets de particules. Il y a un add-on pour faire des effets de particules. On peut faire une animation qui réagit à l'audio, par exemple. Il y a un moteur physique, il y a de la collaboration, il y a un versioning, il y a de l'asset management et tout ça. Donc vraiment un logiciel très complet, quoi. Donc ok, c'est cool Damien, ça a l'air trop bien et tout ça, mais nous on est des devs et côté technique ça marche comment? Et ben alors c'est tout aussi génial parce que il y a plein d'aspects positifs grâce justement au moteur de rendu. Donc on a des animations vectorielles, donc des animations légères qui s'adaptent à la résolution, on peut zoomer à l'infini. On a du coup le runtime optimisé parce qu'on a un moteur de rendu performant et optimisé pour le web et pour le mobile, etc. Et tout ça, c'est aussi vrai pour le jeu. Je n'ai pas à aborder cet aspect, mais il y a un gros pan de Rift. Enfin, il vise aussi énormément les jeux. On a une taille réduite, donc un point Rift pour petite comparaison, c'est 10 à 100 fois plus léger qu'un GIF ou qu'une vidéo. Voilà. Et compatible multiplateforme, on a vraiment tout qui est supporté, quoi, de iOS, Android, Flutter, React, sur le web bien sûr, etc. Et le dernier point, c'est le responsive. Ça s'adapte parfaitement en fait à la taille qu'on veut lui donner. Et on peut même à l'intérieur du Riv faire comme dans Figma de l'auto layout. Donc c'est-à-dire qu'il va se resizer en fonction du contenu ou en fonction de n'importe quel élément. On peut dire un élément, moi je veux toujours que tu sois calé en haut, par exemple. Voilà. Donc c'est top. Pour l'installation, c'est aussi ultra simple. Donc on va commencer par exporter le point .riv. Donc très simple. On va ensuite installer la bibliothèque. Une fois qu'on a fait ça, on fait notre canevas. Donc la taille qu'on veut, puisque de toute façon il va s'adapter, il y a zéro problème sur ça. On initialise le JavaScript et à partir du moment c'est fini, quoi. L'animation marche. J'ai déjà testé, c'est nickel, ça marche sans problème et on peut même ajouter des petits contrôleurs. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on peut injecter directement des inputs dedans, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer, je vous en ai mis trois petites animations en plus de ce qu'on peut faire. Le deuxième, en partant du bas ou du haut, ça revient même. On a, donc c'est le bouton directement sur le site Riv. Et on peut voir qu'en fait, c'est pas tout le temps la même animation qui se déclenche sur l'hover. Donc il y a aussi ça qui est possible. Et en bas, on peut voir aussi, par exemple, là, ça suivait ma souris. Donc, et là, c'était quand je cliquais. Donc voilà, pas mal d'éléments. Et celui en haut, c'est juste un bouton classique, mais avec aucune interaction. Si vous voulez, on pourra passer aux questions. Et en plus, je vous montre en même temps un peu le logiciel. Comme ça, je pourrais répondre directement aux questions là-dessus, quoi. Hop.
Donc j'ai pris un exemple pour notre un logiciel qu'on veut faire en interne. Et j'ai fait juste une petite animation que je vais vous montrer. En gros, c'est donc il flotte un peu pour faire un petit peu d'animation et de mouvement et etc. quoi. Il flotte pour qu'on sente qu'il y ait une interaction possible. Et du coup, quand on va passer au-dessus, on va avoir un petit flip. Et après, donc ça rejoint, enfin ça rattrape la timeline de base. Donc si on monte les deux timelines, par exemple, on a celle-ci. Donc, où c'est juste typiquement un mouvement de va-et-vient. Et en fait, j'ai juste signalé les autres points pour que ça soit raccord avec mon autre timeline. Et donc, l'autre timeline, c'est juste un resize de. En fait, ça tourne pas vraiment, c'est plat. C'est juste un resize euh, de l'élément, quoi. Et donc là, l'idée, par exemple, pour notre cas, c'est que bah, on mette la couleur en input, quoi, et le picto pareil. Donc avec un fichier, on pourra faire tous les badges pour notre cas, par exemple. Ça, et je peux vous monter la progress bar aussi, où, où en fait on a vraiment le masque. Et en fait, là, j'ai utilisé un masque pour faire cet effet, et donc j'ai mis un dégradé. Et juste ça déplace le dégradé pendant l'animation, quoi. Donc voilà, ce petit effet. Et donc mes deux états, un complètement rempli, un complètement vide. Et puis après, je fais la transition avec ça, quoi. Donc on peut voir la console, pareil, ça on peut le récupérer directement dans le code. Et juste pour être un peu plus fluide, bah, les points, on peut les mettre, donc on peut choisir la courbe de transition. Donc soit c'est un truc linéaire très basique, toujours à la même vitesse, soit on met une courbe Bézier, quoi. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Par exemple, sur le badge, là, comme on jouait au début, Ouais. est-ce qu'on peut passer un bouquin, par exemple, pour jouer sur la visibilité de certains items sur la borne? Alors ouais, carrément. Je répète la question parce que je suis pas sûr qu'on entende. En gros, c'est est-ce qu'on peut mettre un booléen pour avoir d'autres actions, pour déclencher d'autres actions, c'est ça? Bon, par exemple, là, là, tu mets deux icônes et tu mets pour changer entre les deux icônes avec un seul fichier. Les trous, c'était l'icône qui apparaît au milieu. Si tu mets Ah ouais, ouais, l'idée c'est ça, ouais, carrément. L'idée c'est que en fait, je mets un certain nombre d'icônes et en fonction du nombre qu'on va dire, par exemple, je peux dire bah 2 c'est associé à cette icône et etc. etc. Et là, ça, j'ai pas pu le faire encore, mais dans l'idée, c'est tout à fait faisable. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux reprendre? Pourquoi j'ai pas un truc? Ah oui, parce que je suis pas dans State Machine. Donc voilà, par exemple, en fait, on peut ajouter autant d'inputs qu'on veut. Donc prochainement, il y aura les couleurs et tout ce que je vous disais. Mais là, typiquement, je peux mettre un nombre. Je dis, bah, quand c'est 2, tu mets cette icône, et etc., quoi. Et en fait, là, pour la petite, comment ça fonctionne, donc je peux créer un écouteur. Donc quand je dis, bah, dès que je passe ma souris ici, c'est ça enfin, tu le déclenches, quoi. Et donc j'ai relié mon trigger à cet écouteur. Et comme ça, dès que je passe, lui, il se déclenche et c'est lui, en fait, ce trigger-là, qui va déclencher mon animation. Typiquement, là, je vois une condition, en gros. Je dis, OK, bah, tu passes de cet état à cet état si le trigger 1 a été déclenché, quoi. Et en fait, là, il n'y a aucune condition pour repasser dans l'autre sens parce une fois qu'il a fini cette animation, ça repasse automatiquement ici, quoi. Je crois que ça, c'est dans les options. Mais voilà, il y a une option pour dire soit tu attends la fin ou soit tu coupes dès le début. Comment ça marche, du coup, l'interaction avec le fichier RED? Bah alors, c'est
que je vous montrais là, mais en gros, je vais reprendre. Hop, je vais vous montrer comme ça. Mais ça va être dans le code juste ici en fait. Et là, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Ça, c'est le fichier. Trigger. Oh, ça, c'est vraiment le JavaScript pour contrôler l'animation. Et donc là, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, on peut choisir par exemple State Machine. On peut, au clic, on déclenche le trigger Fire. Et voilà quoi. Non. Donc là, pareil, on a le progress, et bah, il est à 50. Et vous injectez ce que vous voulez. Et moi, je peux faire l'animation et qu'elle réagisse bien, quoi. Et vraiment, le responsive, c'est hallucinant, quoi. Genre, c'est comme si c'était un Figma, quoi, pour moi. Et je fais exactement les mêmes. Je dis cet élément, tu vas le centrer, cet élément, tu le cales en haut à gauche et tout ça. Et c'est vraiment trop bien, quoi. En termes de temps, par exemple, pour faire l'animation que tu as montrée sur Pathfinder, Ouais. tu euh, passes je- combien de temps à peu plus que ça? Bah, c'est assez rapide. Là, j'ai été lent parce que c'est les premières fois que j'utilise. Enfin, je suis encore au tout début. Mais je vais vous remontrer l'écran. Mais non, c'est assez rapide en fait. Ça en galérant, parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas bien à faire. J'avais pas bien compris l'histoire des inputs, comment ça marchait exactement. Mais en 2 heures, c'est fait large, hein. J'ai dû passer à peu près 2 heures à le faire. En fait, et là, il y a quasiment pas beaucoup de points, quoi. Sur la partie en attente, c'est vraiment juste, j'ai mis le point haut, le point en bas, j'ai lissé les courbes et c'était réglé, quoi. Et sur le hover, bah là, en gros, je me suis un peu amusé parce que en gros, j'ai considéré ça comme un masque et j'ai mis un dégradé parce que je voulais que mon dégradé reste toujours, enfin, comme si c'était vraiment une pièce qui tournait, quoi. Donc, je me suis fait un petit peu embêté pour faire cet effet, mais voilà, je trouve ça sympa. Est-ce que tu peux mettre des variables dans ton animation qu'il faut gérer du code? La vitesse de l'animation, par exemple. Je sais pas à quel point la vitesse, je sais pas à quel point la vitesse, enfin, à quel point on peut personnaliser à ce point-là. Faudrait que je regarde, mais Tu ouais. as des variables? De quoi? Tu peux mettre des variables, du coup? Ouais, ouais, bah carrément. Bah pour la progress bar, typiquement là, Oui, c'est d'accord. une variable, quoi. Mais en fait, on peut blend deux animations, donc si tu veux une animation X et qui passe à un Y, bah en fait, on peut le faire progressivement donc en fait, ça ouvre plein de possibilités parce qu'après, on peut faire deux animations très légèrement différentes avec juste ce que tu veux changer et balancer comme ça, quoi. Mais voilà. Après, je sais pas à quel point on peut aller dans la chose. J'ai l'impression que c'est surtout géré dans le state machine, les inputs et tout ça. Donc voilà. Tu peux remettre la slide avec les exemples qui sont sur leur site, par exemple. La toute dernière là? Euh, oui, les exemples avec le petit chat, t'as un petit chat qui bougeait. Ah oui. Ouais, Le petit je chat. vais vous trouver ça. Par exemple, la celle Yeah. d'après, là. C'est quand elle est là. Oui, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. Voilà. Là, par exemple, ici, quand tu vas animer, à un moment donné, on montre une animation juste de l'oreille. Ouais. Ça, du coup, c'est des composants à part entière. Tu crées plusieurs composants que tu colles entre eux et du coup, tu animes chaque composant. Ou alors, tu crées le petit chat et tu peux vraiment dire, bah, tel élément va faire une rotation. Ouais, non, c'est vraiment, en fait, on les groupe pour que ça soit plus simple et pour avoir un ensemble. Et du coup, en fait, je peux animer complètement ce groupe-là, quoi. Donc, typiquement, l'oreille, je pourrais faire une forme comme ça, une forme un peu plus courte pour l'intérieur, et après dire que bah, j'anime ce groupe, et voilà, quoi. Ou je peux animer un élément dans le groupe et tout ça, donc c'est méga, méga large, quoi.
et l'élément graphique, ou le chat en soi, ça, Ouais. ça te sert à faire des animations. Ouais. Le chat en soi, là, ici, il est créé dans Ride, ou non, il est Je pense créé. pas. Après, on peut créer toutes les formes basiques, le carré, le rond, le rectangle, le triangle, etc. Et on peut faire quelques éléments. Mais moi, par exemple, pour le batch, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté un CSV, SVG plutôt. Et tu peux pas avoir un effet, imaginons, là, du coup, l'oreille, c'est un composant Ouais, qui, du coup, est fixé, j'imagine, sur le chat. ouais, T'as pas un moment où tu peux en animant par exemple la tête du chat et l'oreille en ouais. même temps, où du coup tu peux voir un peu un décalage qui se crée. Bah, en fait, tu vas mettre des points pour suivre, que ton oreille, elle suive bien la chose, quoi. Ouais, du coup. Mais en fait, ça va être vraiment au cas par cas, mais il y a pas trop de problème sur ça, quoi. C'est assez. Puis le fonctionnement, c'est vraiment un After Effects, donc le truc Donc du coup dans largement, Rive, tu quoi. peux importer des images, tu peux importer des images Ouais, 3D. Par ouais. exemple avec un Blender ou comme ça, tu peux l'intégrer J'ai directement. jamais essayé, mais a priori, oui, tu peux mettre de la 3D, quoi. T'as même un moteur physique et tout ça, donc t'as Ça vaut quelques mieux trucs. avoir du coup, si c'est pas en 3D, un truc comme ça, tu peux juste pas Bah là, il l'a fait en modifier. 2D, par exemple, tu vois, je pense. Je sais pas, le 3D, j'ai vraiment pas testé. Mais le chat, typiquement, c'était que des vecteurs, que des formes, quoi. Et en fait, tu vas faire tourner la tête, donc tu vas faire glisser le visage, tu vas faire juste une simple rotation du visage. Et comme c'est une sphère, on a l'impression qu'il tourne la tête. Et c'est un peu tout comme ça, quoi. Et Le fichier Rive que tu exportes, il a quelle gueule? C'est un truc imbitable ou. je sais pas, je peux essayer d'en ouvrir un si vous voulez, mais en gros, bah, je crois que, je crois que ça va être imbitable, hein. Est-ce que j'ai un petit riff qui traîne? Je crois que j'ai un petit riff qui traîne. Animation. Je vais l'ouvrir avec texte, mais je crois que ouais, non, c'est imbitable. Il y a des symboles que je connais pas. Non, non, ouais, c'est le riff, faudra l'utiliser comme ça, quoi. Le fichier de ton badge, par exemple, pour voir un fichier, il pèse combien? Le badge, je sais pas. Moi, je peux l'extraire vite fait si vous voulez. C'est plus, par contre, le poids du moteur. Ouais, On est sur un truc qui est quand même assez volumineux ou. je sais pas du tout. J'avoue, là, je vais exporter le. Vous voyez quelque chose de mon écran, non? Hop, je vais rentrer. Donc, vraiment, l'exportation tout simple, quoi. Et je vais vous dire son poids. Et 3 KO. KB. Le 8. Donc voilà, juste pour cette animation. Et voilà. Et après, le moteur, je sais pas, faudrait regarder en détail, mais faudrait regarder en détail. Ouais. J'imagine qu'il y a un peu payant et un peu gratuit. Alors ouais, mais le paywall est vraiment très loin, quoi. Enfin, là, c'est encore en bêta, donc je pense qu'ils ouvrent très large pour l'instant. Mais je peux faire autant de fichiers que je veux, je peux exporter autant que je veux, je peux importer ce que je veux. Il y a quelques très légères limitations. C'est par exemple là sur mon badge, pour mettre un tag à à mon espace, je dois upgrader, mais je vois pas, enfin, c'est pas une très grande utilité, ça limite rien et tout ça. Franchement, pour l'instant, il y a pas beaucoup de limitations, quoi. C'est un client lourd, l'éditeur, ou c'est. Donc moi, je l'ai téléchargé, mais c'est basé sur le web, ouais. C'est à la Figma, quoi. C'est vraiment le même principe. Et vraiment, il y a des trucs de fou, quoi, qui sont faits. Enfin, pour le coup, la bibliothèque de Rive, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment et ultra simple, vraiment. Je suis amoureux de ce logiciel maintenant. Eux, ils ont des assets, là, c'est beaucoup. Un genre de marketplace. Bah, et en fait, ouais, il y a c'est ça, une bibliothèque d'animation. Et là, tu peux le dupliquer, ouvrir dans un Rive et tu as l'animation comme ça.
Et donc même pour comprendre comment eux ils font, etc., c'est trop pratique, quoi. Et on peut faire même des clips, en gros, on encapsule, bah, c'est un peu comme ce que je vous disais avec les différents artboards. On peut faire incorporer un artboard dans un autre. Et pareil, en fait, on peut même faire un groupe qu'on compresse en clip, en gros. Et ça a exactement la même utilité, sauf que c'est plus pratique parce que c'est dans un fichier, etc., enfin, complètement intégré dans l'arborescence et tout ça. C'est vraiment simple, quoi. Le pricing, du coup, comme tu disais qu'il y a un plan gratuit, plan payant, le plan payant, du coup, t'as vu quoi? Je crois qu'il a genre 30 balles facile. C'est quoi les avantages? Parce que si tu rajouter juste un tag à 30 balles, Bah, c'est un peu ça. Ouais, pour la collaboration, là, on a trois documents en collaboration. Après, on est limité, mais en personnel, on est illimité. Donc, il y a ça. Et upload custom font et audio. Donc, a priori, l'audio, on ne pourra pas le mettre. Et une typo de base non plus. Donc, voilà, il y a des petits trucs. Et sinon, c'est 32 $ au mois par siège, si on paye à l'année. Sinon, c'est 50 $ au mois tout court. Ouais, ouais. En vrai, il y a déjà énormément de choses avec le gratuit, quoi. Les autres questions? ouais. Ouais. Au niveau prise en main, du coup, t'as réussi à prendre en main ça en combien de temps? Parce que là, t'as dit que t'avais mis 2 heures pour faire cette page-là, mais ce qui est de tout découvrir, un peu les animations, Ouais. c'est facile à prendre en main. Bah, ouais, l'interface, elle est très simple. En fait, c'est dès qu'on va vouloir faire des choses un peu plus compliquées, quoi, forcément. Mais la base est quand même très simple. Enfin, vous voyez mon écran, ouais. Donc en fait, on a la partie design où là, on va assembler notre élément. Donc là, j'ai importé le CSV, j'ai fait le SVG, etc. Et après, on prend dans l'animation où là, en fait, il faut comprendre l'histoire de la state machine, il faut comprendre les timelines. Et après, là, faut poser les points, mais poser les points, enfin, ça reste très instinctif, quoi. Là où j'ai galéré, par exemple, c'était pour faire mon masque. Donc j'avais ma forme de base et j'arrivais pas à l'appliquer sur mon dégradé d'au-dessus, quoi. Mais c'est parce que enfin, j'étais pas dans le bon sens, quoi. J'inversais le masque et ce que je voulais et le dégradé. Du coup, ça marche pas, quoi. Oui, c'est vraiment des détails. Et après, bah, il y a toutes les histoires pour faire un squelette et tout ça. Là, ça devient un peu compliqué parce qu'il faut des points d'accroche, etc. Et là où j'ai galéré, c'était la rotation. En fait, j'arrivais pas à définir le point de rotation que je voulais. Et en fait, il fallait appuyer sur la touche Y. Donc voilà. Mais non, c'est des petits trucs, c'est assez simple en vrai. Si tu as fait un peu d'After Effects, tu seras vraiment pas perdu. Et si tu n'en as pas fait, tu découvres et c'est rapide. Voilà. Et tout bon. Ben, merci de votre écoute.